Le 20h sur EDN Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Au sommaire, le premier conseil des ministres après le remaniement ministériel intervenu la semaine dernière s'est tenu ce jour au palais de la Marina. Marche des acteurs de la société civile béninoise, ce jour en hommage aux victimes des attentats du 11 septembre 2001 et du compatriote béninois Fiacre Pedi, récemment tué dans la Pendjari. En interactualité, le président camerounais a annoncé la tenue fin septembre d'un grand dialogue national pour tenter de sortir de la crise meurtrière qui oppose les groupes armés séparatistes aux forces armées camerounaises. Ce sera tout pour les titres. Merci de votre fidélité renouvelée à EDN Télévision. Le premier conseil des ministres après le remaniement ministériel intervenu la semaine dernière s'est tenu ce jour au palais de la Marina sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Athanase et Guillaume Talon. Les nouveaux ministres qui ont fait leur baptême gouvernemental ce jour ont exprimé à notre équipe de reportage leur ressenti. Suivons-le à présent. On a un sentiment de responsabilité quand on est accolé par le chef de l'État pour servir la nation et être impliqué donc, dans la réussite de la vision. Donc on se sent impliqué et honoré. Vous savez qu'il y a dans le PAG un grand volet relatif au tourisme en lien avec la culture et les arts. Et je crois qu'il est possible que nous puissions effectivement atteindre à court et moyen terme les objectifs assignés parce que la volonté du chef de l'État a été reconfirmée, les moyens existent et c'est à nous, aux équipes, de nous mettre au travail pour que nous puissions atteindre ces objectifs-là. Et nous sommes persuadés que le secteur touristique peut être le deuxième secteur, le deuxième pilier après l'agriculture pour la création d'emplois et de richesses dans notre pays. Les défis à relever, vous avez déjà à vous assurer de ce que l'ensemble de vos collaborateurs ont compris déjà les défis et vous définissez une méthode de travail et une méthode de communication qui puisse amener les gens à comprendre ce que vous faites et à vous accompagner. Nous avons déjà pris les actes mesures des choses avec beaucoup de recul, beaucoup de sérénité. Et voilà, nous sommes prêtes à servir, prêtes à contribuer activement, efficacement aux côtés du chef de l'État pour la mise en œuvre de sa vision éclairée, notamment en matière de protection sociale. Quand vous avez été avocat ici, vous convenez que je n'ai pas mal fait mon travail. Je crois que je vais avoir les ressources nécessaires pour animer une équipe vers le succès. Alors la communication, c'est vous, c'est nous. La communication, écoutez, quand on a été avocat, on sait communiquer, on doit savoir communiquer. On doit savoir argumenter, on doit savoir plaider, on doit savoir, avec pédagogie, faire toucher du doigt la réalité des réalisations de notre pays, de notre gouvernement. Et je crois que c'est cette réorganisation qui m'est confiée. Ce n'est pas forcément d'assister les gens devant des cours et tribunaux. Donc tout ceci pour vous dire que vous aussi, avec un peu de volonté, un peu de méthode, un peu d'organisation, vous allez pouvoir faire ce travail d'animation qu'il m'est demandé de faire et ce travail de réforme qu'il m'est demandé de faire, n'est-ce pas, pour la rénovation de notre poste. Restons à la présidence de la République où le nouveau ministre de la Communication et des Postes, Maître Oronla, revient sur ses priorités. Les priorités, c'est les mesures à mettre en œuvre pour avoir une presse de qualité. Parce que nous avons beaucoup de titres qui malheureusement ne correspondent pas à grand-chose. Ce n'est pas la quantité que nous voulons privilégier, mais c'est la qualité. Et cela passe évidemment par l'amélioration des conditions de travail et de vie des animateurs de la presse, que vous êtes, des journalistes, mais par une sélection rigoureuse de ceux qui vont être considérés comme journalistes. Je crois qu'il y a des critères. Et il ne faudrait pas que votre corporation soit toujours envahie par des gens qui n'ont pas forcément les aptitudes ou la formation, parce qu'on pense qu'en prenant la plume, on a forcément quelque chose derrière. Non, je crois qu'il y a des mesures qui vont être mises en œuvre pour que nous ayons affaire à de vrais professionnels formés, suivis, encadrés.
Au terme du Conseil des ministres de ce jour, on retient entre autres décisions la campagne de commercialisation qui démarre le 12 septembre 2019 dans la commune de Ouaké et s'achèvera le 31 octobre 2020. Eh bien, le 11 septembre 2001, les terroristes d'Al-Qaïda frappaient durement et lâchement les États-Unis d'Amérique. En moins de 2 heures, 4 attentats sont perpétrés sur le sol américain les plus meurtriers. 4 avions de ligne sont détournés et dirigés vers des bâtiments symboliques du pays, dont le World Trade Center. Près de 3000 personnes sont décédées et 6291 blessés. Ce jour, à travers une marche, les acteurs de la société civile béninoise ont rendu hommage à ces victimes à travers la commémoration de la journée mondiale contre le terrorisme. Reportage Roland Kodjo-Toninkes. Ils sont partis de l'esplanade du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou pour échouer à la place de l'Étoile Rouge. En ce jour, 11 septembre 2019, journée mondiale de lutte contre le terrorisme, ces acteurs de la société civile ont tenu à rendre hommage aux victimes du terrorisme, notamment aux compatriotes Fiak Béji, guide du tourisme, tué le 1er mai dernier dans le parc de la Pandjari. Cette marche, c'est pour une sensibilisation pour que les Béninois, tout confondu, la presse, les artistes, tout le monde, soit vraiment conscient pour savoir donc le terrorisme, ce n'est pas ni la joie, ce n'est pas ni la fête. Nous avons dit le 11 septembre de cette année, nous allons prendre ça pour célébrer en mémoire de notre frère Fiak Béji et appelle aux autorités à un éveil de conscience. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans les pays voisins, nous ne sommes plus loin de ça. Après une heure de marche et de sensibilisation, les différents réseaux ou plateformes représentés ont délivré des messages. Notre conscience est donc interpellée. Qui que nous sommes et où que nous nous situons sur ce globe, œuvrons donc tous pour que la paix règne et qu'au grand jamais, sous nos cieux, ce fléau nous atteigne. Au-delà des efforts des forces de l'ordre, il nous reviendra d'accompagner l'État en fouillant dans nos quartiers respectifs, de pouvoir détecter les intrus suspects, car ces gens n'agissent jamais seuls, mais toujours avec la complicité des habitants du territoire. Nous voudrions exhorter les Béninois et la population vivant au Bénin à la vigilance et à une bonne collaboration avec tous les acteurs chargés de réprimander et de prévenir ces phénomènes à travers la dénonciation de tout acte suspect pour faciliter le traitement des informations financières, individuelles, collectives, physiques et morales. Ces organisations unies contre le terrorisme entendent multiplier les actions pour la préservation de la paix et la protection des citoyens en collaboration avec les forces de l'ordre et le gouvernement. Quelques citoyens béninois reviennent ici sur cette journée du 11 septembre. 11 septembre 2001, c'est tout comme quand vous me rappelez la date, c'est tout comme si ça s'était passé hier. Nous avons tous été étonnés, le monde entier a été étonné du fait que les Américains n'ont pas vu venir cet attentat-là. C'est tombé sur leur tête comme un couperet où les terroristes ont emprunté l'avion de ligne pour aller casser les 2 tours jumelles aux États-Unis. Ah, c'était la frayeur. Le monde entier a bougé. Vraiment, plusieurs milliers de morts. Des gens qui étaient allés au service. Des gens qui passaient dans les rues. C'était la débandade ce jour-là. Maintenant, nous devons rester vigilants. La lutte contre le terrorisme ne doit pas être seulement l'affaire des hommes de sécurité. Ça doit être l'affaire de nous tous, de tout un chacun de nous, parce que ces terroristes-là, quand ils viennent et qu'ils ont un plan à développer, mais ils habitent quand même des maisons.
ils habitent des quartiers. Il faut que nous restions vigilants pour que nous puissions surveiller les faits et gestes des nouvelles personnes qui viennent dans nos entourages. 11 septembre, directement, ça nous donne l'idée de l'Amérique qui a été attaquée par les terroristes. Et ça a été un souci mondial. Et ce jour-là, c'était vraiment triste. Tout le monde entier était triste parce que c'était très grave ce qui est arrivé pour l'Amérique. Et depuis ce jour, je pense que quand on dit terrorisme, d'abord, on pense directement à l'Amérique. Vous savez, c'est une date qu'on ne peut pas oublier. C'était cette date qu'il y a eu l'attentat au World Trade Center aux États-Unis, où il y a eu des milliers de morts. Et donc, vous savez, depuis cette date est gravée dans nos mémoires. Et c'est justement pour ça que déjà on a décidé, chaque 11 septembre, de commémorer la journée là, comme journée de lutte contre le terrorisme. Le 11 septembre, c'est une journée, je dirais une journée meurtrière, parce que ça nous rappelle les attentats à New York, où il y a des milliers de personnes qui ont rendu leur âme à cause des personnes de mauvaises intentions, parce que les preuves, les causes ne sont pas justifiables. Donc c'est à partir de cet instant-là que le système des Nations Unies, en partenariat avec d'autres, ont décidé de consacrer cette journée comme une journée mondiale de lutte contre le terrorisme dans le monde entier. Eh bien, c'est ce lundi 16 septembre qu'écoliers et élèves retournent en classe sur toute l'étendue du territoire national pour le compte de l'année scolaire 2019-2020. Mais avant, la pré-rentrée a démarré dans plusieurs collèges. Espoir Frédéric Roumambou est allé faire le constat dans certaines écoles de la commune d'Abomey-Calavi. Suivez son constat. Encore quelques jours et l'école béninoise va se réveiller de son sommeil imposé par les vacances. À moins d'une semaine de cette rentrée fixée au 16 septembre 2019, partout dans les établissements publics comme privés, aménagement et inscription sont les maîtres mots. Et la pré-rentrée, ça suit son cours. Hier, le personnel était à l'école. L'aménagement du nouveau cadre de vie est en train d'être fait. Et il y a l'inscription des nouveaux enfants et la réinscription des anciens enfants qui sont en train d'être faites aussi. Et les parents sortent timidement. Comme d'habitude, ils sont habitués à faire sortir les enfants le jour de la rentrée. Les préparatifs vont bon train. Depuis hier passé, on avait lancé la pré-rentrée, les parents défilent. Mais je vous avoue que depuis un mois déjà, on prenait déjà les inscriptions. Mais c'est le jour de la pré-rentrée que l'affluence était. Ça se fait ressentir. Et tout va à bon train, vous allez constater l'affluence des parents dans l'école. Et franchement, ça va bien, très bien. En ce qui concerne le matériel didactique, au niveau de chaque cours d'enseignement, aucune modification pour le moment. À notre niveau, on n'a rien changé par rapport au coût et par rapport au matériel. C'est le ministère qui décide, c'est les inspecteurs qui décident du matériel utilisé. S'ils nous informent de quelque chose, nous on informe les parents, en retour ils vont réagir. Mais on a donné la liste des fournitures, mais les parents ne se sont pas trop plaints. Et puisque les jours à venir s'annoncent ardus, dans le cadre de la mise en œuvre des programmes scolaires, on profite pour appeler les parents à ne pas traîner les pas. J'invite les parents à faire sortir massivement leurs enfants pour les inscrire, pour nous permettre aussi de suivre le programme scolaire. Tout est enfin prêt pour accueillir les parents. C'est vrai que notre école est en chantier, mais il y a déjà les salles qui sont déjà disponibles et bien aménagées pour accueillir les enfants. Ainsi, élèves et enseignants doivent commencer par se fixer de nouveaux objectifs pour une bonne année scolaire 2019-2020.
Annulation de la décision interdisant l'usage des écrans vidéo et de télévision dans les véhicules. Cette décision prise par le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, le 5 septembre dernier a été annulée. Quelques heures après à ce sujet, Martin Adjimon Koudenoupo a recueilli les avis de quelques citoyens. On les écoute. Avant de prendre des décisions, il faut qu'on réfléchisse bien sur certaines décisions avant de les appliquer. Voilà que c'est comme si les pays voisins, c'est comme si les gens qui nous entourent vont dire maintenant qu'ils ne réfléchissent pas avant de prendre des décisions. Voilà, je conseille à beaucoup de personnes, avant d'admettre des décisions, il faut bien réfléchir et il faut penser même à des conséquences que ces décisions vont engendrer après et puis aussi des avantages que ces décisions vont engendrer après pour ne pas bouleverser un peu le cœur des citoyens. Quand j'étais à la radio et j'écoutais une émission qui stipulait qu'une telle décision a été prise pour ne pas permettre aux chauffeurs de regarder un écran dans un véhicule, moi j'étais tellement content. Mais à ma grande surprise, on me dit encore que cette décision est annulée. Pourquoi ça doit être annulé? Et ça prouve vraiment que le désert de compétence dont a parlé le président, nous sommes confrontés à ça. Parce qu'une décision qui est vraiment appréciée par un grand nombre de populations, du jour au lendemain, on annule la décision sans connaître la suite. Je crois qu'il y a de quoi se craindre par rapport à notre sécurité. Parce qu'après tout, c'est nous, populations, qui souffrons. Il faut que la hiérarchie policière réfléchisse encore à cette décision. Ils pouvaient toutefois ramener la décision pour le bien-être des populations. Je crois que ça nous fera plaisir de ramener la décision. Concernant l'interdiction d'utilisation des écrans dans les voitures, moi j'étais tellement pour ça parce que bon, ça va diminuer le nombre d'accidents. Donc j'étais pour ça. Mais l'annulation de ça m'a tellement touché. Pourquoi prendre une décision aujourd'hui, le lendemain tôt, on annule encore? Moi je me suis posé la question de savoir pourquoi, mais je n'ai pas encore trouvé la solution, la réponse à ça. Donc si on pourra nous expliquer le pourquoi, c'est mieux. Mais moi je ne suis pas pour du tout, pas pour l'annulation encore de cette décision. Je vous le disais plus tôt, au terme du Conseil des ministres de ce jour, on retient entre autres décisions que la campagne de commercialisation 2019-2020 des amendes de karité sera lancée le 12 septembre 2019 dans la commune de Waké et s'achèvera le 31 mai 2020. Eh bien, nous poursuivons cette édition en interactualité au Cameroun. Paul Biya a convoqué un grand dialogue national pour régler la crise séparatiste qui déchire le pays. Le président camerounais l'a annoncé hier soir lors d'une adresse à la nation. Cette discussion devrait être convoquée rapidement avant la fin du mois. Depuis novembre 2016, les régions du nord-ouest, du sud-ouest du Cameroun sont confrontées à une grave crise socio-politique. Les populations de cette zone, 16% d'anglophones luttent pour la création d'un État anglophone indépendant. On écoute à présent l'annonce du président camerounais Paul Biya. Présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, ce dialogue réunira une palette diverse de personnalités, parlementaires, hommes politiques, leaders d'opinion, intellectuels, opérateurs économiques, autorités traditionnelles, autorités religieuses, membres de la diaspora, etc. Ceux qui volontairement déposent les armes et se mettent à la disposition des centres de DDR n'ont rien à craindre. En revanche, ceux qui persisteront à commettre des actes criminels, à violer les lois de la République, feront face à nos forces de défense et de sécurité et subiront toute la rigueur des mêmes lois. Du continent, l'initiative est présentée comme historique et une marche de la colère. Les syndicats policiers ont annoncé hier un appel à une marche nationale le 2 octobre à Paris. Suicide, agression, conditions de travail, retraite, les policiers français veulent alerter sur leur situation. Depuis début janvier, 48 agents de la police nationale ont mis fin à leur jour, un bilan bien plus élevé qu'en 2018 où 35 policiers se sont suicidés.
Les priorités, elles peuvent se mettre en quelques termes. Forcément, améliorer la qualité de vie au travail avec du matériel, des locaux dignes de ce nom. Revoir et nous rassurer sur la réforme des retraites. Penser à donner une réponse pénale forte et adaptée au vu de la situation et au vu du type d'agression dont sont capables les individus. Tout ce genre de choses, ça fait longtemps qu'on le demande, ça fait longtemps qu'on en discute, ça fait longtemps qu'on nous dit que ça va être mis en place, et au final, il n'y a pas grand-chose, il y a que des mots. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des actes. Améliorer les conditions de travail des fonctionnaires de police, ça ne doit pas être très très compliqué. On n'arrête pas de nous dire qu'on a des discours de soutien, on n'arrête pas de nous dire qu'il y a des discours de fermeté pour la justice, et au final, on ne voit rien arriver. Pour que le collègue soit bien à son travail, il faut qu'il soit bien chez lui. Quand il est chez lui, il peut avoir des soucis comme tout à chacun, mais quand il arrive au travail et que ces soucis accumulés aux conditions de travail déplorables dans lesquelles il peut exercer, ça ne fait que augmenter la sensibilité du collègue, la perte de ses repères et arriver parfois à des actes dramatiques. Dans le futur, on n'écarte rien, c'est-à-dire qu'on peut reproduire des actions comme on a déjà fait, le blocage des commissariats, on peut mettre à contribution nos collègues, notamment et sortir que sur appel. Enfin, en tout cas, il y a plein d'actions qu'on peut mettre en place qui peut gêner le système, tout en étant évidemment responsable, parce qu'il y a un service public à rendre et répondre aux urgences, parce qu'il n'est pas question de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens. Par contre, on peut se passer de faire certaines choses, on peut se passer notamment de faire des PV, et je suis sûr que les caisses de l'État vont s'en ressentir tout de suite. Il y a beaucoup d'actions qu'on peut mettre en place. On n'a pas envie d'en arriver là, mais on sait qu'on ne lâchera rien. Après de profonds désaccords, Donald Trump s'est séparé de son conseiller à la sécurité, John Bolton, le va-t-en-guerre. J'ai informé John Bolton hier soir que ses services n'étaient plus nécessaires à la Maison-Blanche. Comme d'autres membres de l'administration, j'étais en désaccord avec beaucoup de ses suggestions et j'ai donc demandé à John sa démission, qu'il m'a remise ce matin. Je remercie vivement John pour son travail. Le conseiller va-t-en-guerre de la Maison-Blanche n'est plus le bienvenu. Trump l'a donc limogé en pleine négociation avec les talibans. John Bolton, proche des milieux néoconservateurs, avait été mis de côté car opposé à un processus de paix. Bolton n'en est pas à son premier coup d'essai. Bien avant d'être nommé officiellement comme conseiller à la sécurité nationale en mars 2018, il avait soutenu l'intervention militaire en Irak en 2003. Le belliqueux Bolton se retrouve alors en première ligne sur le dossier du nucléaire iranien. Ce dernier prône depuis des années de bombarder le pays et veut augmenter la pression sur Téhéran. Ni l'Iran ni aucun autre acteur hostile ne doit confondre prudence et retenue de la part des États-Unis avec de la faiblesse. Personne ne leur a accordé un permis de chasse au Moyen-Orient. Comme le président Trump l'a déclaré vendredi, nos forces armées sont reconstruites et prêtes à partir, de loin les meilleures du monde. Les sanctions sont sévères et d'autres ont été ajoutées hier soir. L'Iran ne peut jamais avoir d'armes nucléaires. Nous nous attendons à ce que les nouvelles sanctions évoquées par le président Trump et qui sont en préparation depuis quelques semaines soient annoncées publiquement lundi. Restez à l'écoute. Autre dossier nucléaire, celui de la Corée du Nord. Et là encore, l'ancien avocat souhaite une ligne dure avec Pyongyang alors que l'heure est à la détente. Il accompagnera tout de même le président Trump lors de 2 sommets, à Singapour et à Hanoï. Sur le dossier vénézuélien, John Bolton prend rapidement parti pour le leader de l'opposition Juan Guaidó, allant jusqu'à même menacer Nicolás Maduro d'une intervention militaire. Il est temps de défendre la démocratie et la prospérité au Venezuela. Je le répète, les États-Unis imputeront aux forces de sécurité vénézuéliennes la responsabilité de la sécurité de notre personnel diplomatique, de l'Assemblée nationale et du président Guaidó. Toute violence à l'encontre de ces groupes constituerait une atteinte grave à la loi et susciterait une réponse significative de notre part. Y a-t-il des circonstances qui pourraient impliquer les forces armées américaines? Le président a été très clair sur ce sujet. Toutes les options sont sur la table. Ce limogeage intervient presque 3 mois après que Donald Trump ait publiquement désapprouvé Bolton. Oui, j'ai John Bolton qui, je dirais sans aucun doute, est un faucon. Je suis totalement en désaccord avec John Bolton. Son attitude vis-à-vis du Moyen-Orient et de l'Irak. Je pense que c'était une grosse erreur. Je crois que j'ai eu raison.
Mais je suis contre cette guerre depuis toujours. John Bolton fait un très bon travail, mais il prend généralement une position très dure. Désormais, le faucon volera vers d'autres cieux et certains s'en réjouissent déjà, comme l'Iran qui a salué son départ. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée chez vous.